Ça, c'est ce qu'il disait. Mais la simple logique, c'était quoi? C'était que justement, on était dans une convention. Tout le monde achète parce que les autres achètent. Alors bien évidemment, ça peut s'effondrer, on peut avoir de mauvaises nouvelles, mais regardez, là, et je vous l'avais dit tout à l'heure, on a eu quasiment la Troisième Guerre mondiale, on y a échappé, et le marché, il monte toujours. Vous voyez? Donc si les gens veulent acheter, si les investisseurs veulent acheter, ils vont acheter. Point. Et à partir de là, c'est le plus important pour nous. Il ne faut pas effectivement essayer de rechercher des raisons, essayer de rationaliser tout ça, parce que parfois il n'y a tout simplement pas de raison. C'est les opérateurs qui effectivement sont plutôt acheteurs ou plutôt vendeurs. Donc la convention, effectivement, c'est un référent communément admis. Et quand plus il y a de personnes qui effectivement adhèrent à cette convention, et plus elle devient solide, plus elle se renforce. Donc, je reviens également sur cette phrase que moi je trouve très riche, celle de Etsy Kota, qui est la suivante, c'est « Il est inutile d'essayer de comprendre les marchés financiers, c'est comme si une personne essayait de comprendre la musique, cela n'a aucun sens. » Et pour moi, encore une fois, je ne vous dis pas que je n'essaie pas de comprendre les marchés, mais du moins je n'ai pas cette prétention. Je sais qu'il y a effectivement des mouvements qui vont totalement nous échapper, qu'il y a des mouvements qu'on ne va pas comprendre, et que pour nous, le plus important, c'est pas d'essayer de comprendre ce que fait le marché, c'est de savoir comment on va intervenir dans tel ou tel cas de figure. Encore une fois, on a l'humilité de se dire que le marché peut nous échapper totalement, qu'il peut vivre sa vie, et que notre objectif, c'est de ne pas être piégé par cette opinion, mais au contraire, de se dire, le marché peut faire ce qu'il veut, et il est libre de le faire. Par contre, moi, je vais utiliser ces mouvements, d'accord, pour adopter mes stratégies, pour appliquer mes stratégies. D'accord? Et c'est une autre manière d'opérer. Donc, rapide introduction, et encore une fois, je vais ici c'est une brève introduction avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, les indicateurs techniques, pourquoi je les utilise? Parce qu'effectivement, les marchés sont influencés par les émotions, à la hausse, à la baisse, d'accord? Panique, euphorie. Et les indicateurs techniques, pour moi, c'est un baromètre. Ça permet justement de sentir le marché, de savoir où est le marché. Est-ce qu'il y a encore un potentiel ou pas? D'accord? Pour moi, c'est ça le plus important. Alors, je vais revenir rapidement. Alors, il y a pas mal de personnes qui ont assisté à ma conférence de tout à l'heure. Donc, je suis obligé de revenir rapidement sur le concept des divergences et sur un indicateur que j'utilise énormément, le RSI. Et par la suite, effectivement, je vais développer, notamment, je vais revenir sur les marchés financiers, indices, leur évolution et comment on aurait pu justement anticiper tout ça. Donc tout d'abord, le RSI permet de détecter rapidement un retournement de tendance au tout début, grâce au concept des divergences baissières et haussières. Le RSI permet également de rentrer dans une tendance haussière ou baissière au bon moment, grâce au repérage des supports et des résistances que l'on appelle la zone de neutralité. Alors là, je reviens sur un exemple que j'ai évoqué tout à l'heure, le dollar yen. Ici, on voit une situation où le dollar yen, effectivement, progresse, d'accord? Vous le voyez ici. Donc là, on a effectivement une progression du dollar yen. Et puis, vous voyez l'indicateur qui diverge. Et cette divergence, elle nous indique justement un essoufflement du marché dans la hausse. D'accord? Et on voit surtout, et ça c'est très très important, c'est que durant la hausse, on a ce que l'on appelle la zone de neutralité. Pour moi, c'est une zone d'équilibre. Donc, juste pour faire simple, lorsque le marché monte, on évolue généralement au-dessus d'une zone de neutralité, donc on a des périodes de hausse, de baisse, de hausse, de baisse, mais un marché haussier, pour nous, c'est un marché qui est au-dessus, dont le RSI est au-dessus de la zone de neutralité, et lorsqu'il baisse, généralement, il vient se poser autour de la zone des 40-50%. Et ça, lorsqu'on a ça, c'est tout d'abord, ça prouve la santé de la tendance en cours, ça nous permet d'élaborer des stratégies parce qu'on sait que dans cette situation, il vaut mieux être plutôt acheteur que vendeur. Pourquoi? Parce qu'on a un flux qui est présent, on a des investisseurs qui sont dans ce sens, et donc aller contre la tendance dominante, c'est dangereux. Donc, on va privilégier effectivement les stratégies acheteuses. Et puis, lorsque le marché, et tout à l'heure, c'était Jean qui posait la question par rapport aux divergences, et il y a une autre personne, alors, un trader qui m'avait posé la divergence, il m'a dit « T'as mis là sur le dos, est-ce qu'on a une divergence ?» Je lui ai dit « Il faut relire mon bouquin, l'art du trading. » Et l'idée, elle est là, c'est que, qu'est-ce qui valide une divergence? Et là, vous n'avez pas besoin de relire mon bouquin, mais très rapidement, là, on est bien d'accord qu'on a un épuisement. Donc, on a le marché qui dessine un léger plus haut, d'accord? Mais on voit que l'indicateur ne parvient pas à dessiner de nouveau plus haut. Mais pour nous, le plus important, c'est pas ça, parce que là, aussi, on aurait pu dire, il y a une divergence par là.
mais bon, le marché ne s'est pas effondré. Ce qui valide, c'est véritablement la cassure de la zone de neutralité, cette zone d'équilibre. C'est-à-dire que si vous avez effectivement un marché harmonieux, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Et à chaque fois, on est au-dessus de la zone de neutralité. Donc déjà, c'est extrêmement positif. Ça signifie que la tendance est saine. Mais le moment où effectivement le marché casse cette zone de neutralité, c'est un moment où il y a quelque chose qui cloche. On a un retournement, on a une fin de consensus. Et on en revient à la théorie des conventions. La théorie des conventions, c'est-à-dire ce phénomène où tout le monde achète, 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 achète. Et donc là, on a un indicateur technique qui est haussier, 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 haussier. Et donc, tout va dans le même sens. Et puis à un certain moment, personne ne croit plus dans cette convention. On a un renversement de convention. Et pour nous, ça va être la divergence baissière. C'est-à-dire une situation où le marché s'essouffle, où on casse la zone de neutralité. Et là, on a une baisse. Et là, vous voyez, on a une baisse, un rebond, et puis une forte baisse. D'accord? Et c'est la marque d'un retournement de marché. Et c'est ce que j'attends moi sur le DAX, c'est ce que j'attends sur le S&P, c'est ce que j'attends sur le Dow depuis l'année dernière pour envisager quelque chose. Et c'est ce que l'on n'a jamais eu. Et depuis l'année dernière, le marché monte, monte, monte de manière harmonieuse. Et encore une fois, ça peut paraître simple, mais la difficulté en trading, ça va être d'éliminer pas mal d'infos et de vous focaliser sur l'essentiel. Qu'est-ce qui m'intéresse sur les marchés? Qu'est-ce qui va me permettre d'être concentré? Où sont les meilleures opportunités? Où sont les situations où il y a de faibles probabilités? Et vous voyez encore une fois qu'on va essayer d'éliminer tout le superflu et on va se focaliser sur l'essentiel. Et donc pour moi, avant même d'envisager quoi que ce soit sur les marchés, si vous ne faites pas une analyse, si vous ne prenez pas de recul par rapport au graphe 5 minutes ou 300 ticks ou 50 ticks, vous êtes foutu. D'accord? Donc il est extrêmement important de prendre du recul par rapport au marché, de prendre de la hauteur. Donc on est bien d'accord que dans ce contexte, il fallait être plutôt acheteur sur le dollar yen, et dans ce contexte, il fallait être véritablement vendeur. Autre chose, le marché nous donne toujours le temps de prendre notre décision et de nous positionner. Alors je le sais parce que certains étudiants sont impatients parfois. Ils disent Tami, j'ai pas eu de point d'entrée. Je leur dis on attend. Alors parfois on en a, parfois on n'en a pas. Mais souvent lorsqu'on patiente, on en a un point d'entrée. Et un point d'entrée, c'est un point effectivement où il y a un faible risque. Là en l'occurrence, regardez, dollar yen qui baisse fortement, puis qui rebondit. On est bien d'accord que pour nous, ça c'était un point haut, c'est-à-dire un niveau avec un faible risque et un potentiel élevé. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a la confirmation d'une tendance baissière, on a un rebond, on a une situation où justement beaucoup de personnes se disent la baisse est finie, je prends mes bénéfices. Donc là, il s'agit avant tout d'une prise de bénéfices et puis un retournement. Et pour nous, ce sont les mouvements les plus explosifs. Et donc, encore une fois, tout votre travail consistera à avoir une bonne analyse, élaborer une bonne stratégie et attendre le meilleur moment pour vous positionner. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le danger, encore une fois, c'est de se positionner trop tôt. Le danger, c'est d'anticiper un mouvement. Le danger, c'est de se dire, je vais rentrer parce que j'ai mon instinct qui me dit que ça va se retourner. Non, il faut juste attendre patiemment que le marché vous donne effectivement les meilleurs niveaux pour se positionner. Je reviens ici rapidement sur le crack du Nasdaq en mars 2000. Vous voyez, on avait également un point haut. Le marché, regardez la zone de neutralité, il se pose, et à un certain moment en avril, on casse, vous voyez, on baisse, rebond, baisse, rebond. Voilà. Et donc là, on avait un premier point d'entrée, deuxième point d'entrée, troisième point d'entrée. Et encore une fois, tout le monde, 99, et encore une fois, et là c'est une convention énorme. J'étais à l'époque, je travaillais dans un cabinet d'analyse technique, et à l'époque, 99% des analystes financiers de Wall Street étaient acheteurs. 99%. Moi, je me souviens, j'allais dans les rues, sur les kiosques de journaux, on voyait en grand, il faut acheter Alcatel. Les journaux financiers qui disaient acheter Alcatel. C'était le plus haut. Hein. Acheter, c'est le moment. Et le marché, qu'est-ce qu'il nous avait fait à l'époque? On a eu une divergence. Et on a cassé la zone de neutralité. Et ça nous donne quoi comme info? C'est la fin de la convention. D'accord? Tout le monde croyait que les marchés allaient monter, mais effectivement, lorsqu'on a une divergence qui est validée, c'est le signe que le marché va se retourner et qu'il faut effectivement sortir de sa position. Donc encore une fois, vous voyez l'importance
Et je dis bien l'importance de comprendre la psychologie. Donc tant que le marché ne nous donne pas, par exemple là sur les indices, moi je n'hésiterai pas à vendre si le marché nous donne des signes de faiblesse. Pour l'instant, il ne nous en donne aucun. Et moi je pensais, alors la semaine, il y a 2 semaines, hein, avec tout ce qu'on a eu comme événement, je me suis dit là c'est bon, on va voir le crack. Mais on ne l'a pas eu, et on ne l'a toujours pas eu. Donc encore une fois, ce que je veux dire c'est que si vous avez une bonne stratégie, une bonne approche, vous pouvez effectivement détecter ces mouvements puissants, mais il faut avoir le courage d'attendre et la patience d'attendre. Un autre exemple dont j'ai parlé tout à l'heure également, c'est le titre Vivendi. Donc on voit un marché effectivement qui progresse, et à chaque fois vous voyez cette zone de neutralité, zone de neutralité, zone de neutralité. On vient se poser sur ces points bas. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et vous savez que juste après, effectivement, le marché a cassé la zone de neutralité, s'est effondré. Mais on était également dans cette convention. Je ne sais pas si, à l'époque, vous vous en souvenez, on avait Jean-Marie Messier, et surtout, tout le monde achetait Vivendi. Tout le monde achetait Vivendi. Et tout le monde disait, c'est la valeur qu'il faut avoir en fonds de portefeuille. C'est la valeur qui va me permettre de payer ma retraite. C'est la valeur qui va me permettre de payer ma retraite. Et juste après, Vivendi s'est effondré. Et une analyse très simple nous aurait permis de nous dire c'est fini, on passe à autre chose. Donc encore une fois, la psychologie des foules et les indicateurs. Pourquoi je parle des indicateurs techniques? Parce que premièrement, c'est important pour nous de connaître quel est le sentiment dominant, et donc on voit bien que ici, une analyse très simple de Vivendi nous permet de déterminer que le marché est haussier. On est bien d'accord? Et autre point important, c'est que le jour où le marché va casser cette zone de neutralité, ça va être beaucoup moins bon, d'accord? Et donc, encore une fois, de manière très simple, on détecte avec ce graphique la tendance, la convention dominante, les investisseurs, donc l'idée qui domine sur les marchés, et le niveau sur les indicateurs qui va nous permettre de dire c'est la fin. Le marché va se retourner, d'accord? Donc ça, c'est très très important. Donc, dans une tendance haussière, donc effectivement, la zone de neutralité se situe autour de 40-50%. Dans une tendance baissière, la zone de neutralité se situe autour de 60-50%. Donc ici, je reviens sur un autre exemple, et c'est un exemple qu'on a vécu en 2008. Donc c'est le plan Paulson, soutien massif au marché. Alors là, on a le 20 septembre, donc on a un plan massif. Bush et Paulson, à l'époque c'était ministre de l'économie, et qui annonce à l'époque la proposition de racheter des actifs toxiques des banques à hauteur de 700 milliards de dollars. On peut dire que ce n'est pas rien 700 milliards de dollars. Hein. Il y a plusieurs pays africains qui font pas 100 milliards de dollars par an de PIB. Hein. 700 milliards de dollars, c'est colossal. Et puis, le Dow Jones à l'époque valait 11 500. Qu'est-ce qui s'est passé juste après? On a eu un effondrement du marché, d'accord? Et le Dow Jones qui vaut 9500. Donc effectivement un marché qui baisse fortement alors qu'on valait 11 500, qui s'effondre et puis effectivement qui réagit mal face à cette nouvelle. Pourquoi je vous parle de cet exemple? Parce que c'est une nouvelle qu'on peut considérer comme positive. Et dans une situation, encore une fois, où vous avez une nouvelle positive et le marché réagit négativement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la convention qui est partagée, elle est baissière. Les opérateurs sont baissiers. Point. C'est pour ça que le monsieur tout à l'heure qui m'a dit « je veux vendre un call sur le CAC 40 » et qui me dit « bon, les marchés ne vont pas continuer à monter », je lui dis « je n'en sais rien ». Et je peux vous dire que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que va faire le marché. Mais j'ai une analyse, j'ai une stratégie et j'attends le meilleur moment pour être acheteur ou pour être vendeur. Et c'est véritablement comme ça que j'opère. Mais vraiment, et je pense que mes étudiants ne vont pas me contredire. Donc on a ici un effondrement, le Dow qui vaut 9500. Et là, vous voyez le 8 octobre, très très important. On voit cette baisse, forte baisse du marché, et puis on a 7 banques centrales qui décident de baisser leurs taux en même temps. Donc, autre nouvelle extrêmement positive. Donc, première nouvelle, 700 milliards de dollars. Deuxième nouvelle, les banques centrales qui décident. Deux nouvelles très positives. Et quand je vous parle de la psychologie, c'est quoi? C'est que quand vous avez une nouvelle très positive et que le marché ne monte pas, c'est que c'est très baissier. Et qu'est-ce qu'a fait le marché? Il est passé, juste pour info, de 11 500 à 7 500 au plus bas.
très rapidement, hein, c'est quasiment même pas un mois. D'accord? Et donc effectivement, 700 milliards de dollars, baisse des taux, cette banque centrale, et le marché qui perd 35%. Ça veut tout dire. Et ça vous montre encore une fois la puissance de la psychologie. Là, c'était un phénomène uniquement psychologique. Panique, peur, et les opérateurs qui n'ont pas cru dans les décisions de Paulson et de Bush, les opérateurs qui n'ont pas cru dans la décision des banques centrales. Et alors là, c'est le plus important pour nous, les indicateurs techniques en hebdomadaire, est-ce qu'ils étaient acheteurs? Je vous pose la question. Le RSI, vendeur. Le stochastique. Et pourquoi je vous dis ça? C'est extrêmement important. Parce qu'on voit comment cette analyse, c'est-à-dire pas besoin de sortir de Polytechnique. C'est très simple. D'accord? Même un enfant de 5 ans, on lui dit voilà, c'est vendeur en dessous, c'est incroyable mais vrai. Mais le plus dur, c'est d'y croire. C'est-à-dire que quand on voit la Banque centrale, quand on voit Paulson 700 milliards, c'est difficile pour nous de nous dire bon, on ne va pas aller contre le marché. Et pourtant, on avait des nouvelles très positives, mais des indicateurs très négatifs. Et on est bien d'accord que dans ce contexte, quand vous avez des indicateurs techniques qui sont aussi vendeurs, on n'achète certainement pas. D'accord? Et là, la configuration, elle était extrêmement claire. Et je reviens ici sur les indicateurs sur une base jour. Ils étaient comment? Ils étaient également vendeurs. RSI vendeur, stochastique vendeur, au tout début. Vous voyez ici, 11 500. Là, c'est la décision de Paulson et de Bush d'acheter. On a un retournement, puis on a un rebond, et puis effectivement le marché qui s'effondre. Et là, c'est la décision effectivement de baisser les taux d'intérêt. Donc on a une hausse, c'est logique, et puis un effondrement. Et donc ça, encore une fois, ça vous prouve l'importance d'avoir une analyse neutre et de combiner, et donc là, c'est l'objet du grand 2, de combiner indicateurs techniques et psychologie des foules. C'est-à-dire que si effectivement vous n'analysez pas ce que pensent les opérateurs,